Cordes-sur-Ciel, c'est un petit coin de paradis qu'il n'est pas rare de voir enveloppé par les nuages tarnais. Une cité médiévale au relief escarpé qui domine la paisible vallée du Cérou. Quand vous passez les portes de la ville, vous faites un bond dans le temps impressionnant. Il vous faudra du courage pour grimper ces ruelles pavées abruptes. Mais la récompense est à la hauteur du lieu. Ici, l'architecture vous invite instantanément à vous glisser dans la peau d'un chevalier. C'est à la Tour Saint-Michel, le point culminant de Cordes-sur-Ciel, que Corinne a donné rendez-vous à Francette, une native du village amoureuse de son fief. Bonjour Francette. Bonjour Corinne. Dis donc, ça se mérite de venir te voir, hein? Ici, ça se mérite, hein? Ah, c'est magnifique. Waouh! Moi, ce qui m'a toujours surprise, c'est que sur ce piton rocheux, ils aient construit tout ça. Oui. Tu me diras, il y a eu les pyramides et autre chose. Mais en fait, arriver ici et construire ça... C'est en 1222 que cette bastide voit le jour sous l'impulsion de Raymond VII, comte de Toulouse. Nous sommes à la fin de la croisade des Albigeois qu'il a vu s'opposer à Simon de Montfort, envoyé par le roi pour conquérir le Languedoc. Il y a eu la guerre, les croisades des Albigeois, menées par le roi de France. Et Cordes est né un peu du résultat de ça. Le comte de Toulouse a récupéré le Languedoc, dont cette partie. Et c'est sur ce rocher qu'il avait décidé de faire une espèce de bastide fortifiée. C'était aussi pour récupérer un petit peu tous les gens dont les villages avaient été détruits, brûlés, etc. Et on pense qu'au début, ce sont les gens qui ont été amenés ici pour survivre, qui ont fait eux-mêmes, qui ont entrepris de faire des remparts. Puis les fortifications n'ont jamais servi finalement. Quand le roi de France a mis la main dessus et a réglé tout ça par des mariages, ça s'est arrêté. Comme quoi, le mariage, c'est pas si mal. S'ensuit une période de prospérité qui permet aux Cordais de construire des maisons protégées par les remparts. Ainsi furent bâties quelques magnifiques demeures entre la fin du XIIIe et le milieu du XIVe siècle, dont les superbes façades gothiques ont résisté aux outrages du temps. Francette, ce qui fait la richesse de Cordes, c'est ces maisons finalement. Oui, en fait, elles sont l'image même de cette bastide. C'est-à-dire qu'au début de la construction de Cordes, les maisons étaient beaucoup plus simples. La prospérité a gagné les habitants, les commerçants ou les propriétaires. Ils les ont aménagées pour qu'elles soient plus belles à voir et qu'au fur et à mesure que les propriétaires avaient des moyens, où ils devaient monter d'un étage et ensuite ils les décoraient de façon plus intéressante et puis peut-être ils essayaient de les faire plus belles que celles du voisin. Avec ce que l'on faisait à l'époque, c'est-à-dire ce gothique rayonnant qui est magnifique, les vitraux, et puis les gargouilles. Elles déroulent un peu l'histoire de la ville. C'est ça, parce qu'elles sont très rigolotes finalement. Tu as des scènes de chasse, mais tu as aussi des petits personnages étonnants, des femmes avec leurs enfants, des singes. Si vous aimez Cordes-sur-Ciel pour ses magnifiques maisons en pierre, un autre atout retiendra l'attention des plus gourmands d'entre vous. La spécialité du village, un incontournable de la gastronomie tarnaise, le croquant aux amandes. Il régale les Cordais depuis plusieurs générations. Alors c'est une spécialité de Cordes, hein, les croquants? C'est devenu une spécialité de Cordes. Mais je pense qu'avant, c'était quelque chose inventé par une mère de famille ou une grand-mère pour écouler le surplus d'amandes qui avait été produit cette année-là. Il y en a qui disent non, c'est ma grand-mère, d'autres disent non, c'est là, mais en fait je crois que tout le monde dit la vérité et tout le monde a un peu inventé le croquant. C'est bon, hein? Tu fais craquer sur les dents de devant. Crac, crac, crac. Comme ça. Quand on le mange, on comprend son nom. On comprend son nom, oui. Croquant, craquant. Des croquants craquants. Si vous craquez pour ce petit biscuit, courez le croquer chez l'artisan chocolatier situé tout en haut de la cité. Après cette petite collation, vous pourrez partir à la découverte des dizaines d'autres artisans qui bordent les ruelles de Cordes-sur-Ciel. Dans le bas du village, n'oubliez pas de faire un tour dans l'atelier de Lauriane et Régis. Bonjour Régis, ça va? Un artisan cordais qui souffle le verre depuis 18 ans.
Est-ce que c'est une tradition dans la région, dans le Tarn? Oui, on a un passé historique dans le Ver. Ça a démarré au Moyen-Âge, dans la forêt de Grésigne. Disons qu'il y avait du bois, des fougères, tout ce qu'il faut pour faire du verre. Et à l'époque, vraiment, les verriers se déplaçaient en suivant des matières premières. La forêt de Grésigne, toute proche, serait donc pour beaucoup dans la réputation des souffleurs de verre de ce coin de France. Régis perpétue cette tradition et ce savoir-faire, vieux de plusieurs siècles. Ça sert à quoi cet outil-là? C'est un outil en bois qu'on appelle une maillotche. C'est du merisier, c'est toujours du bois dur. Les outils, ils n'ont pas évolué depuis le Moyen-Âge. C'est toujours pareil. La seule chose qui a changé, c'est le combustible. Maintenant, on va travailler avec des fours à gaz et des fours électriques, alors qu'avant, on travaillait avec des fours à bois. Allez, sauf. Sauf. Là. Ok, off. Le plus dur, c'est de faire sortir la bulle d'air de la canne. Une fois qu'elle est sortie, ça gonfle tout seul. Un beau balai, c'est vraiment très beau à voir. C'est à la seconde près, ils savent ce qu'ils doivent faire tous les deux. Ces artisans, ces pierres séculaires, son panorama à couper le souffle. Une fois que vous aurez mis les pieds à corde sur ciel, il vous sera difficile d'en partir. Si vous décidez toutefois de poursuivre votre chemin, poussez l'aventure un peu plus au sud, jusqu'à la ville dont les vignobles sont connus dans le monde entier, Gaillac.